On m'a qualifié de prince de la coke. On aurait mieux fait de m'appeler le roi de la cocaïne. Ce personnage énigmatique est devenu une bête de foire médiatique. Parfois invité pour être moqué, et parfois pour créer la polémique. Une chose est sûre, Gérard Fauré ne laisse personne indifférent, et chacun de ses passages devient presque inoubliable. Cette grande gueule dit savoir beaucoup de choses, et n'hésite pas à révéler les côtés les plus sombres sur les grands de ce monde ou sur vos stars préférées. Ces histoires sont tellement incroyables qu'elles semblent sorties d'un livre, et ce n'est peut-être pas étonnant pour l'ancien voyou devenu auteur. Bien que bavard, ce fils de berbère n'en demeure pas moins très mystérieux. L'énigme plane toujours sur ce que nous raconte Gérard Fauré. Alors osons poser la question. Gérard, mytho ou pas mytho? Oh le bourbier, dans quoi je me suis aventuré encore? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler du Pablo Escobar français, Gerardo Forinho, ou également se le nommer El Mago, ça veut dire le magicien. Ok, j'arrête, on va parler de Gérard Fauré. Alors avant de me lancer dans ce giga bourbier qu'est Gérard Fauré, eh bien j'ai besoin de faire le plein de force, donc on met son plus gros pouce bleu, son commentaire qu'on viendra modifier à la fin de la vidéo, une fois que tu l'aimeras. Enfin, j'espère. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, évidemment. Et puis le petit rituel, on prend à boire, à manger, on se met en tenue pour être à l'aise. Et c'est d'autant plus le rituel puisqu'en général, la vidéo du vendredi, ça rime pour certains avec week-end. Maintenant que vous m'avez donné un maximum de force, je m'occupe du reste. Tout à l'heure, je vous disais que c'était un énorme bourbier de parler de Gérard Fauré. Pourquoi je vous ai dit ça? Tout simplement parce que l'on sait pas grand chose sur l'ancien narco, et le peu de choses que l'on sait sur lui, c'est lui qui le raconte, donc c'est très difficile à vérifier, voire impossible. Gérard parle beaucoup sur tout le monde, ce qui fait de lui un personnage très controversé. Et c'est pour ça qu'il a sa place aujourd'hui dans cette vidéo. Enfin, dans cette partie 1. Comment va se passer la série sur l'ancien criminel français Gérard Fauré? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse deux vidéos. Dans la première vidéo, on va parler de la vie de l'ancien criminel et essayer tant bien que mal de faire sa biographie. Et dans la deuxième vidéo, on reviendra sur toutes les déclarations, tous les coups d'éclat qu'a fait Gérard Fauré, qui l'ont conduit à passer d'ancien voyou à personnage très controversé. Logiquement, cette vidéo sera plus courte que la partie 2, puisque dans la deuxième partie, nous reviendrons sur tout ce que Gérard Fauré a pu dire ou faire pour devenir cette bête de foire médiatique très utilisée dans le paysage audiovisuel français. Et je peux vous dire que des propos chocs, des déclarations fracassantes, des polémiques, il y en a eu. Gérard Fauré est né le 3 septembre 1946 à Fès, au Maroc, qui est alors encore sous protectorat français et espagnol. Selon ses dires, son papa est officier français et médecin personnel du roi Mohamed V. Sa mère, quant à elle, serait berbère. Selon lui, sa destinée de voyou était toute tracée. Dès le plus jeune âge, sa famille savait qu'il tournerait mal. Il m'a dit, toi, t'es du gibier de prison et tout. Mais quand je suis sorti du vagin de ma mère, il avait tout compris, lui. Mais il a vu mon regard, un peu un regard agressif, un mec qui voulait bouffer le monde entier, quoi. Ma mère, elle était morte de rire. Parce qu'elle savait qu'elle avait pendu un voyou. Elle savait qu'elle avait pendu un pirate, quoi. Comme... Et selon lui, ses prédispositions au banditisme viennent de ses gènes, surtout du côté de sa mère. Comme toute sa famille. La famille de ma mère, c'était la tribu des Aïd Baha. Ils attaquaient les caravaniers dans le désert du Sahara. Ils savaient que ces gens-là étaient pleins d'oseille. Donc ils les attaquaient, mais évidemment, les caravaniers, ils n'étaient pas bêtes.
ils essayaient de cacher l'argent, enfin les pièces d'or, les bijoux, tout, dans leurs intestins. Au début, ça a marché 2-3 fois, mais après, les Berbères, qui sont des gens très malins, ils ont compris que l'argent, il était dans l'estomac. Ils disaient au caravanier, allez, tu vas nous donner tout ce que tu as et tout, et tout, et tout. Le caravanier, non, moi j'ai rien. T'as rien, d'accord. Allez, hop, on leur ouvrait le ventre. Là, le père de ma mère était grand spécialiste. Hein. Ouvrir le ventre et fouiller les intestins. Et ils trouvaient bien sûr des pièces d'or, des bijoux, etc., etc. Donc c'était pour moi des sauvages. C'est pas pour rien que j'appelle ma mère dans mon tome 1 ou 2 la sauvageonne du désert. Et Gégé, comme l'appelaient ses petits copains à Fès au Maroc, a basculé assez tôt, comme dirait Ayam, du côté obscur de la force. Non, je suis ton père. À un âge où normalement, tu crois encore que les monstres, les fantômes et le Père Noël, ça existe encore. Et je dois dire qu'à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire de grosses conneries, hein, comme par exemple aller détrousser les cadavres. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Pour voler les bijoux des gens riches, enterrés, des trucs comme ça. Après, ça a été le racket. Alors, j'avais une petite bande de Marocains, Berbères et Arabes ensemble. Pour le vol, ils étaient tous ensemble. Donc, on rackettait les Juifs en particulier, ben, pas par racisme. On ne savait même pas ce que c'était racisme. Simplement qu'ils étaient quand même un peu différents de nous. Au niveau financier, même les enfants, ils se baladaient avec des pulls en cachemire, en mohair, en tout ce qu'on veut, des belles montres et tout. Ben nous, on était tentés. Et alors, on les chopait. Quand on en chopait un, on le déculottait carrément. On lui laissait juste le slip dessus. Hein. Et ça, c'était, on va dire, mes débuts, un peu racketteur, un peu... Ensuite, pour gagner de l'argent, il décide de se tourner vers la monnaie, vers les taux de change, puis la contrebande. Selon ses dires, toujours, il décèle une faille dans les bureaux de change. Il achète donc une monnaie, il en revend une autre, et comme ça, il se fait pas mal d'argent. Et Gégé, je pense que vous l'avez compris, c'est un malin. Et il se rend compte que à Tanger, il manque pas mal de produits. Ce qui l'emmène à aller à Gibraltar, où il n'y a pas d'impôts et les prix sont beaucoup plus bas, et il utilise l'argent gagné avec l'échange pour acheter des produits et les ramener à Tanger. Alors ces produits sont essentiellement des cigarettes et du whisky. Grâce aux relations de son père, apparemment, il passe la douane facilement, et c'est comme ça qu'il commence son petit business de contrebande. C'est presque le précurseur du dropshipping. Presque. Il y a aussi une version qui a été contée par Gérard lui-même, où il dit qu'il était accro au cannabis à l'âge de 12 ans, et que c'est au collège qu'il a commencé à dealer. Évidemment, personne ne peut en témoigner, c'est lui qui le raconte. À l'époque où il fait tous ses méfaits, il est mineur. Et ce qui est fort, c'est qu'il a même rajouté une corde à son arc. Vous connaissez Manuel Ferrara? Eh bien, Gégé la grosse beuteux, c'est son précurseur. Il m'a fait faire un petit film porno avec 2 filles, qui étaient les filles du juge et du procureur de la ville de Tanger. Il fallait le faire. Elles étaient belles, elles avaient moins de 15 ans. Et la vidéo a été retrouvée en Suède, donc un Marocain l'a renvoyé à Tanger, ça a fait un scandale pas possible. Pas possible. Bah déjà, j'avais commencé à être acteur dans des films pornographiques. Ça a fait un scandale pas possible. Mais Renato Montalbano, bon, il n'a pas été inquiété non plus parce qu'il travaillait pour la police. Et moi, j'ai pas été inquiété par les magistrats puisqu'ils avaient peur de mon père qui en savait trop sur eux au niveau de la pédophilie. Ouais, je sais, ça vous choque qu'il parle de pédophilie alors que juste avant, il dit qu'il se tapait des filles de moins de 15 ans. Mais d'après mes recherches et en ayant tout recoupé, pour moi, il était mineur. Après avoir obtenu son bac en 1964, Gégé se barre du Maroc. Direction une destination déjà très prisée par les bandits, Marbella. Plus exactement, Torremolinos, à côté de Marbella. Là-bas, il y tient une affaire parfaitement légale. Il a un bar avec son frère Georges. Georges est doux. Georges est frais. Mais Georges n'est vraiment pas pratique. Son frère Georges, qui d'ailleurs n'a pas du tout eu la même trajectoire que Gérard, puisqu'il a choisi la voie de la lumière, il deviendra même consulat de France à Cadix. Cadix. S'il y a des Espagnols, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. CADIX, mais pour moi ça se dit Cadix.
Et c'est là-bas, près de Marbella, qu'il va rentrer dans le milieu français. En fait, grâce à sa grande gueule et à son culot, il va très vite se faire remarquer, notamment par un gang local de Français. Ce gang s'appelle le gang des tractions avant, en référence aux puissantes voitures dans lesquelles ils sévissent. Leur spécialité, les attaques à main armée, notamment de fourgons ou bien d'encaisseurs. Alors encaisseur, c'est un métier qui se fait encore aujourd'hui, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, quand une banque prêtait de l'argent à des clients, eh bien c'était l'encaisseur qui était chargé de faire une tournée et de récupérer l'argent chez les clients, forcément en espèces. Donc imaginez la dangerosité du métier et imaginez l'aubaine pour des gangs organisés. C'est un petit peu après ces rencontres qu'il connaît son premier séjour en prison. On est en 1970. En fait, Fauré est associé dans un magasin de vêtements avec un trafiquant hollandais. D'après ce qu'il raconte, deux hommes ont déposé des ballots de cuir dans sa boutique et 2 minutes après, la Guardia Civile débarquait. S'ensuit une incarcération à la prison de Marbella, un séjour horrible où ils sont 12 par cellule, il est maltraité par les gardiens tellement qu'il finit à l'hôpital. C'est là qu'une infirmière le reconnaît, prévient son père, et son père, grâce à ses relations, le fait sortir. Vous l'avez sûrement compris, cette incarcération fait suite un coup monté. Le fils de Berbère l'a compris et c'est qui a monté ce coup. J'ai été signalé par le général Oufkir, qui était le grand patron du Maroc, même le roi le craignait, parce que je lui baisais sa femme, alors il n'appréciait pas trop que je le fasse cocu. Et donc il me cherchait, et il cherchait à m'avoir d'une manière ou d'une autre. Mais comme j'étais quand même protégé par le roi Hassan II, à la demande de mon père et tout, il ne pouvait pas trop me toucher comme ça en public ou ailleurs. Non, il fallait, d'après ce que mon père m'avait dit, il fallait qu'il me chope dans le lit avec sa femme. Et là, j'étais cuit, comme tout un chacun. Moi, si je chope un mec dans le lit avec ma femme, je suis sûr que je vais lui faire du mal. Hein. Ça, c'est sûr, je ne vais pas laisser passer. Et donc, c'était la règle au Maroc ou ailleurs. Hein. Beaucoup de gens ont tué des mecs parce qu'ils trouvaient dans le lit avec la femme. Et donc, il a essayé. Il a été tué par le roi bien avant moi. Mais là, donc, c'est là que j'ai fait... ça n'a pas été très long, ça a été 15-20 jours en prison, mais avec un traitement horrible. Mon père est venu me sortir de prison avec des policiers envoyés par Franco. Et donc là, j'avais déjà un avant-goût de la prison, mais... prison espagnole, oh là là. Mohamed Oufkir, qui n'est autre qu'à l'époque le ministre de l'Intérieur. Rien que ça. C'est comme si aujourd'hui, j'entretenais régulièrement les canalisations de Madame Darmanin. Je sais pas s'il a une madame d'ailleurs. En tout cas, Gérald, si tu regardes cette vidéo, j'ai rien fait. Omis, c'est pas moi. Pour échapper à la pression de Mohamed Oufkir, Monsieur Fauré décide de partir vivre à Amsterdam. Déjà possesseur du bac en poche, c'est là-bas qu'il passera un nouveau diplôme puisque la Hollande sera son université du crime. Dans son nouveau pays d'accueil, il devient importateur d'héroïne et de cocaïne. En repensant à cette époque, il nous dit avoir fait son business sans état d'âme. Mais il rajoute quand même que, bien sûr, j'aurais pu éviter de fournir tous ces gens qui ne pensaient qu'à nuire à leur prochain et qui pourraient être capables de le faire, se bourrer le pif de ma cocaïne. Mais pour être franc, d'une part à l'époque je me foutais royalement de ce qui se passait dans ce pays, d'autre part les fournir en coke ou en cannabis m'apportait une adrénaline exceptionnelle. En 1972, il fait la connaissance d'un gang de cambrioleurs et il s'intègre parfaitement à la petite bande. En 73, il déclare avoir fait plus de 400 maisons. Autre fait important, l'importateur de drogue dit avoir appartenu au SAC, au service d'action civique. Alors à la base, le service d'action civique, c'est une association au service du général de Gaulle. Le but, c'est de constituer une garde de fidèles dévoués au service du général. Sauf qu'au fil des années, et notamment sous la houlette de Charles Pasqua, le service d'action civique devient violent et commence à tourner autour du grand banditisme. Toujours est-il que Gérard dit avoir appartenu à ce service-là, et voici ce qu'on lui a permis de faire là-bas. Et puis après, il me dit, comme il savait que j'avais protesté, on va dire, gueulé contre les Basques quand ils ont mis des bombes sur la plage de Marbella. Déjà, moi, ça me gênait pour mon trafic de cannabis, parce qu'il y avait trop de douaniers, de flics sur les routes. Hein. Ils cherchaient donc déjà, à partir de là, ils emmerdaient le monde, les Basques. Mettre des bombes sur les plages de Marbella où il n'y avait que des touristes, ça veut dire quoi, ça?
sauvagerie. Alors quand Pascal m'a dit tu as envie d'en flinguer quelques-uns, je dis avec plaisir, en toute impunité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas le seul, hein. On était plein. Hein. Revenons à Amsterdam si vous le voulez bien. Alors même si les affaires sont très florissantes pour Gérard à Amsterdam, malheureusement, il n'arrive pas à résister à la tentation et devient totalement accro au crack. Le crack, c'est ce dérivé de la cocaïne qui est en forme de caillou. Vous pouvez soit le fumer, soit vous l'injecter. Ouais, je sais, ça fait hyper spécialiste, genre Breaking Bad, alors qu'en vrai, je fume même pas de cigarettes. Promis juré. Entre 73 et 79, il enchaîne les allers-retours entre le Maroc et les Pays-Bas pour s'approvisionner et redistribuer. C'est en 1979 que GG a un coup de génie. Le nouveau petit ami de sa mère est fils d'anciens diplomates français et il est en poste au Vatican. Donc GG il se dit, ce mec-là, il sera au-dessus de tout soupçon, je vais mettre une partie de ma cam chez lui à Versailles. Erreur fatale, vient le temps des regrets, il se fait attraper en 1979 avec 1 tonne de cocaïne. Et pour cela, il sera donc arrêté et prendra 2 ans de prison. On en parlera dans la deuxième vidéo. 2 ans plus tard, quand il sort de prison, il reprend son rôle de grossiste de cocaïne. Maintenant qu'il est de retour dans les affaires, ça marche très fort pour GG la poudreuse. La poudreuse, je l'ai inventée. Il dort dans des palaces, il conduit des voitures de luxe, et il fait l'amour avec des femmes somptueuses. On est très loin de Monique, la voisine du deuxième. Au fil des années, Fauré se fait beaucoup de relations. Et selon ses dires, il devient très proche de Gaëtan Zampa, au point de devenir un de ses bras droits. Gaëtan Zampa ou Tony Zampa est un des plus grands caïds du milieu marseillais, membre par exemple de la French Connection, ce trafic international d'héroïne. Moi, quand j'allais à Marseille, c'était pour voir Gaëtan Zampa, pour lui parler de nos affaires, en Hollande, en Allemagne, en Belgique. On avait des vitrines, on avait des Eros Center. Gaëtan Zampa était un homme très avisé. Je l'appelais le Napoléon du crime. Gaëtan Zampa, c'était un mec qui connaissait la vie de Napoléon par cœur. Et il suivait un peu. Et bon, on a fait des erreurs, c'est sûr, de grosses erreurs. Il y croise également un autre grand caïd de l'époque, Francis le Belge. Francis le Belge qui rentrera en guerre d'ailleurs avec Gaëtan Zampa dont on a parlé juste avant. Alors, la vie de bandit peut paraître palpitante et très enrichissante financièrement. Cependant, elle a un coût. Et c'est Fauré lui-même qui nous le dit. Tous mes amis de l'époque sont morts de façon violente. Je n'en reviens toujours pas d'être en vie, car j'ai plusieurs fois été pris dans des fusillades. C'est au cours de ces multiples allers-retours en go fast pour amener la drogue du Maroc aux Pays-Bas que Gérard a dit avoir échappé plusieurs fois à des embuscades. Et même si la vie paraissait belle au volant de sa Ford Mustang GT, d'après lui, il est passé pas loin de la mort. En 1986, le roi de la cocaïne tombe. Il est de nouveau arrêté et le Parisien titre « Le pourvoyeur du showbiz » est tombé. En détention, il passe un CAP puis un BEP de comptabilité, mais surtout prend goût à l'écriture. Il sort en 1991, mais retombe quelques mois plus tard, et c'est là qu'il va faire la connaissance de Éric Dupond-Moretti. Et d'ailleurs, dans ses œuvres, l'ancien dealer des stars n'est pas tendre avec le ministre de la Justice actuel. Il lui reproche d'avoir énervé le juge et du coup d'avoir pris 3 ans, là où il aurait dû prendre normalement 18 mois. À la suite de ce dernier séjour en prison, Fauré se calme un petit peu. Enfin, il est quand même impliqué dans 3 affaires, dont un double assassinat et une tentative de meurtre. Mais ceci dit, il ne sera pas condamné pour ça. Son nouveau projet de vie se tourne vers l'écriture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est pas mal débrouillé. Et là pour le coup, c'est vérifiable. Pas comme pas mal de choses qu'il raconte. Il écrira 3 livres à succès. Le premier sort le 23 octobre 2018, Dealer de tout Paris, le fournisseur des stars parle. Le deuxième sortira en janvier 2020, intitulé Le Prince de la Coque. Et le troisième sortira en mai 2021 et s'intitulera L'éducation d'un voyou. D'après ce que l'on sait, un 4e opus est en écriture. Dans ses livres, l'ancien voyou n'hésite pas à parler d'Alain Delon, Mick Jagger, Thierry Ardisson, Jacques Chirac. Il y parle également beaucoup de pédophilie, avec quelques histoires croustillantes dont il a le secret, comme par exemple cet hôtel proche des Champs-Élysées qui aurait compté parmi ses clients des ministres sous Mitterrand. Et en plus d'être devenu un auteur à succès, GG a réussi à prendre une place prépondérante dans les médias, toujours avec des déclarations choc, sans langue de bois. On n'a eu que des saloperies comme président, hein, je dis bien. Pompidou, la pourriture des pourritures. Giscard d'Estaing, je vous en parle même pas. Mitterrand, alors lui, c'est l'assassin, d'accord. Il a tué 7 ou 8 personnes, fait tuer en tout cas. Il protégeait les pédophiles. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Chirac, alors lui, la crème des crèmes, vraiment le je m'en foutiste, le mec, il a rien fait, Chirac, pour la France. Il a été 2 fois président, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'était que des festivités chez Chirac, la coke,
la cocaïne, des petites filles là qui prenaient de force et qui disaient au nom de la République. Attention, quand même, ils donnaient de la République là. Ne bougez pas, c'est la République qui vous baise. Hein, ils baissaient le slip et schlag. Mais nous verrons beaucoup plus de passages dans les médias et de déclarations choc dans la deuxième partie. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Voici la biographie que j'ai réussi à vous dresser de Gérard Fauré. C'est pas évident, il y a pas grand chose et la plupart des trucs c'est lui qui les raconte. Donc j'ai essayé de croiser tant bien que mal différents médias, mais je peux pas vous garantir de la véracité de tout ce que je vous ai dit. Et c'est là que j'ai l'embrouille. Il est bon. Dans la partie 2, nous reviendrons sur certaines anecdotes, mais surtout sur ses interventions dans les médias avec ces fameuses déclarations choc dont il a le secret. Et je peux vous dire qu'il y a du très lourd. Encore une fois, ça sera très compliqué pour moi de vous dire si ces anecdotes sont vraies ou pas. Cependant, j'ai une théorie à vous partager. On arrive donc à la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, un commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater la deuxième partie vendredi prochain. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous laisse 2-3 extraits de la semaine prochaine. Mousse vous salue. Parlez de Jacques Chirac. Jacques Chirac, ancien président, il prenait de la cocaïne pour vous. Vous étiez... Mais lui, à la louche. C'est vrai.